bonsoir Laurent Isa. Bonsoir. Nous vous remercions d'être venu ici dans le cadre des conférences de l'ICEP. Nous rappelons que vous êtes normalien, agrégé en économie et en gestion, auteur de nombreux livres universitaires, et que vous êtes également essayiste et que vous venez aujourd'hui nous présenter votre premier essai, La France vendue à la découpe, publié aux éditions de l'Artilleur. Donc j'aurais tout d'abord une première question sur votre livre. Vous déplorez aujourd'hui la vente d'actifs français de type Alcatel, Alstom, pour ne citer que, mais l'État n'est-il pas aujourd'hui, du fait des règles budgétaires et du fort taux d'endettement public, obligé de céder une part de ses possessions? Alors, la France est effectivement un pays qui est très endetté et c'est un grave problème, c'est un problème qui s'aggrave au fur et à mesure que le temps passe. Alors maintenant, il faut distinguer dans les exemples que vous prenez les entreprises qui sont à l'origine des entreprises d'État et les entreprises qui appartiennent au secteur privé. Des cessions d'entreprises du secteur privé, ça ne concerne qu'indirectement l'État et la résorption du déficit extérieur ou de la dette de l'État. Pour les entreprises qui appartiennent à l'État, qui sont cédées, ou même les actifs immobiliers, il y a parfois une volonté effectivement de réduire la dette. C'est en tout cas un argument que l'on avance de temps en temps. Mais en réalité, si l'on regarde de près un petit peu les chiffres, on se rend compte que le fait de céder quelques immeubles qui appartiennent à un ministère ou le fait de privatiser certaines entreprises, en réalité ne rapporte finalement que relativement peu d'argent à l'État. Ce n'est pas la solution pour résoudre le problème de la dette. Alors derrière ces cessions, on voit arriver des propriétaires qataris, saoudiens. N'y a-t-il pas un autre projet derrière ces investissements venant du Golfe et n'existe-t-il pas une stratégie d'influence? Alors, les pays du Golfe sont soumis à différents problèmes en réalité. Le premier problème, c'est comment placer leur argent. Ils ne savent plus quoi en faire en réalité. Et ils sont d'autre part tout à fait conscients du fait que la manne pétrolière va peu à peu se tarir, alors pas tout de suite, mais à moyen et long terme. Donc il y a une réelle volonté, je dirais, de diversifier l'activité économique pour pouvoir continuer à jouer un rôle économique dans les décennies à venir. Après, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à cet aspect purement financier, si vous voulez. Je pense qu'il y a réellement une volonté d'intervenir politiquement dans les différents pays du monde. Il y a une volonté de diffuser un message aussi, je le pense. Et il se trouve que l'Arabie Saoudite vient de créer un fonds souverain, c'est-à-dire un fonds d'État qui est extrêmement riche. On parle de 1000 milliards de dollars et qui a pour but d'investir un peu partout dans le monde. Le dirigeant d'Arabie Saoudite, Ben Salman, a dit que rien d'important ne se ferait dans le monde sans que l'Arabie Saoudite soit partenaire. Vous voyez. Et ça montre bien qu'il y a une volonté un petit peu hégémonique qui existe aussi chez les Américains, chez les Chinois. Autrement dit, on est actuellement dans une sorte de guerre économique, d'influence, et effectivement, les Qataris en font partie. Ils veulent aussi une reconnaissance, hein, ils veulent être aimés aussi, vous voyez, d'où l'investissement dans le Paris Saint-Germain. Voilà. Et tout ça est quand même relativement préoccupant parce que nous, on devient peu à peu dépendants de ces investissements étrangers. Que faudrait-il mettre en œuvre globalement pour sauver l'ensemble du patrimoine français selon vous? Faut-il des barrières à l'entrée des investisseurs étrangers afin de privilégier l'investissement français? Faut-il baisser certains impôts ou exonérer une partie des droits de succession? Bon, il n'y a pas de solution miracle, hein, parce que le problème est profond. Le problème, c'est un problème qui, au départ, est quand même financier, c'est-à-dire que les investisseurs français, y compris l'État, n'ont pas les moyens de rivaliser face à des investisseurs étrangers qui sont beaucoup plus riches. Alors, ceci dit, il y a quand même, à mon sens, quelques pistes à explorer qui pourraient éventuellement permettre de freiner le processus, je ne dirais pas d'inverser la balance, parce que ça serait un peu prétentieux, mais peut-être de freiner. Il y a une arme que vous n'avez pas citée, mais qui est importante, c'est l'arme juridique.
Il se trouve que depuis quelques années, on a élaboré en France un arsenal juridique qui permet à l'État de bloquer un certain nombre de cessions d'entreprises à des investisseurs étrangers. Alors ça a commencé avec les décrets Villepin en 2005, il y a eu les décrets Montebourg après, et puis dans la loi Pacte, on a encore étendu ces possibilités juridiques de freiner les achats d'actifs stratégiques. Tout problème, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait l'outil juridique, il faut aussi la volonté politique pour les mettre en œuvre. Or, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, aucune cession importante n'a été bloquée par Bercy. Voilà. Alors ça, c'est à mon avis un premier axe de solution possible. Ensuite, je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir à des moyens qui pourraient permettre de mieux drainer l'épargne, notamment l'épargne des ménages, vers les entreprises françaises. Ça permettrait d'éviter qu'elles soient trop facilement rachetées par des investisseurs étrangers. Alors vous le savez, il y a actuellement un projet de réforme importante sur les retraites. Moi, je plaide pour que l'on puisse créer des véritables fonds de pension à la française, un peu à l'instar des fonds de pension américains, parce qu'on voit que les prises de participation américaines dans le capital des entreprises françaises sont souvent le fait de fonds de pension américains qui sont très riches. Et nous, on pourrait peut-être mieux canaliser l'épargne vers les investissements français. Voilà. Ça, c'est une autre piste de solution. Alors après, vous évoquez des barrières à l'entrée. Oui, moi j'y suis favorable. Je pense qu'on ne pourra pas échapper à une certaine forme de protectionnisme d'une façon ou d'une autre. Seulement, le problème, c'est que là, on se heurte frontalement à nos engagements juridiques internationaux. Il y a des choses que dans le cadre de l'OMC ou dans le cadre de l'Union européenne qu'on ne peut pas faire. Ce que je remarque quand même, c'est que ces règles, nos voisins et amis, notamment allemands et britanniques, même si c'est plus tout à fait d'actualité, savent s'en affranchir quand c'est nécessaire. Nous, au contraire, on est extrêmement respectueux des règles juridiques et du coup, on hésite beaucoup à franchir la ligne jaune pour freiner un investissement étranger qui nous semblerait inadéquat. Alors ensuite, baisser les impôts, exonérer une partie des droits de succession, oui, d'une certaine façon. La fiscalité en France, qui comme vous le savez est peut-être la plus importante en Europe et même dans le monde, pose un problème, notamment pour la transmission des entreprises familiales. Vous voyez ? Alors effectivement, je crois que la fiscalité en France pose problème et que ça pourrait être aussi un axe de réflexion. Vous consacrez également dans votre livre une partie sur l'agriculture française. Une récente étude menée par le Sénat montre que d'ici 2023, la France exportera plus qu'elle n'importera de produits agricoles. Quelles sont pour vous les solutions aujourd'hui pour garder la qualité de notre agriculture et son attractivité face à la menace chinoise sur le marché finalement ? Bon, ce qui est en train de se passer pour l'agriculture en France, c'est un drame. Vous savez, on a toujours considéré que la France était le grenier de l'Europe. On est un pays qui a toujours été agricole, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui le reste néanmoins. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nos agriculteurs sont en train de disparaître les uns après les autres. Il y a des suicides. Ils vivent pour la plupart très pauvrement. Alors qu'on sait d'un autre côté que la demande de produits agricoles ne va pas cesser d'augmenter dans les années à venir. Il y a un paradoxe absolument incroyable. Alors, en réalité, il y a différents problèmes qui se posent et qu'il ne faut pas mélanger. La menace chinoise, c'est quoi? La menace chinoise, c'est le fait que la Chine a pris conscience qu'elle est incapable de nourrir sa population, pour dire les choses simplement. Et le comité central du Parti communiste chinois, il y a une dizaine d'années, a lancé une politique d'acquisition de terres agricoles un peu partout dans le monde. Alors nous en France, on est peu touchés parce que les terres sont quand même relativement chères, même si elles sont les moins chères en Europe, elles sont chères par rapport aux pays d'Afrique ou aux pays d'Amérique du Sud. Mais il y a certains pays, notamment des petits pays africains, qui ont vu leurs terres se faire racheter, mais avec une proportion extrêmement importante, par des investisseurs chinois. Voilà. Alors en France, il y a eu quand même quelques cessions des investisseurs chinois, notamment des terres agricoles dans l'Indre, 3000 hectares en une ou deux opérations. Alors, ça a l'air de rien, mais ça représente à peu près la superficie de 5000 terrains de football quand même. Vous voyez ? Bon, l'investisseur est en faillite actuellement. Là. Depuis 8 jours, on l'a appris. Voilà. Il y a eu aussi des achats de vignobles, plus pour des questions, je dirais, de prestige.
Actuellement, si ma comptabilité est bonne, il y a à peu près 200 châteaux bordelais qui ont été achetés par des investisseurs étrangers, principalement chinois. Et ça ne se limite pas au Bordelais, hein. Il y a aussi des investisseurs qui achètent en Bourgogne, Gevrey-Chambertin par exemple, ou ailleurs. Voilà. Et puis les Chinois ont aussi investi dans des laiteries parce qu'ils ont besoin d'importer du lait, notamment du lait pour bébés. Vous voyez. Là encore, ce n'est pas une grande réussite. Mais tout ça est une menace. C'est une première menace, l'acquisition d'actifs agricoles par les investisseurs chinois. L'autre menace, c'est le problème de compétitivité de nos agriculteurs. S'ils sont en train de mourir actuellement, c'est parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Et ils ne le sont pas pourquoi? Parce qu'il y a la fiscalité, parce que le coût de la main-d'œuvre est cher, parce que nous, on respecte des normes de qualité que d'autres ne respectent pas. Et vous voyez, par exemple, il y a un débat actuellement à propos du glyphosate, vous en avez entendu parler. Si on interdisait le glyphosate du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir embaucher davantage de main-d'œuvre pour compenser, hein, pour arracher les mauvaises herbes, etc. En Espagne, c'est envisageable. En France, ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher. Voilà. Donc, il y a un problème, je dirais, de modèle économique pour notre agriculture. Et là, ce qu'on devrait essayer de faire, et ce que veulent faire la plupart des agriculteurs, c'est essayer de sauver les agriculteurs, mais sans changer fondamentalement notre modèle économique composé de petites unités indépendantes. L'attachement au patrimoine est affectif, comme vous le rappelez dans La France vendue à la découpe. Oui. Il est, pourrait-on dire, le lien d'un peuple avec un pays et une histoire. Comment en sommes-nous donc venus à ne plus raisonner qu'en termes purement financiers et économiques, au détriment de la transmission d'un héritage qui constitue notre identité? Question intéressante, c'est difficile d'y répondre. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se juxtaposent. Je crois qu'une grande partie de nos élites abandonnent peu à peu une vision de la France comme étant une entité indépendante dans une économie mondialisée. Vous savez, beaucoup de nos dirigeants se déplacent beaucoup, envoient leurs enfants faire des études à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs. Ils ont une vision, effectivement, totalement mondialisée de l'économie, et du coup, la France ne représente plus grand-chose, si vous voulez. Alors, nous, on est attachés, je dirais, à notre patrimoine, mais si un élément du patrimoine est acquis par un investisseur étranger, ça ne pose pas de problème. On est dans un cadre tout à fait libéral, tout va bien. Voyez. Ça, c'est le premier élément. Je crois aussi qu'il y a un deuxième élément qui est que depuis quelques années, on s'évertue à casser l'image positive de la France, hein, à la fois dans le monde, mais aussi chez nous. Il y a une espèce de French bashing qui veut qu'on remette en cause tout ce que la France a pu faire de bien, de moins bien, finalement. Et du coup, on en arrive à apprendre aux enfants qu'il faut plutôt avoir honte de notre passé plutôt que d'en être fier. Et c'est vrai pour notre passé historique, mais c'est vrai aussi pour les valeurs, hein, que la France véhicule, les valeurs qui sont issues pour certaines des Lumières, pour d'autres d'autres sources. Peu à peu, on remet en cause totalement tout cet acquis qui remonte même à l'Antiquité, à la Grèce, et que nous on a engrangé, on a absorbé peu à peu, on a fait vivre, développer. Et j'ai la conviction, si vous voulez, que du coup la finance, l'économie prend le pas dans une logique mondialisée sur tout notre passé historique, sur tout ce qu'on a pu créer, nous, notre fameux modèle français, si vous voulez, qui peu à peu est en train de disparaître. Quel constat tirez-vous de toutes ces cessions d'actifs à des investisseurs étrangers? Existe-t-il une volonté de dépassement de l'État de la part de nos dirigeants? Et faut-il que l'État engage, quand cela est nécessaire, des politiques de nationalisation? Alors, plusieurs questions, en réalité, en une. Bon, le constat, c'est que globalement, nous sommes en train de perdre le contrôle de notre patrimoine économique et culturel. Nous en perdons le contrôle parce que nous en perdons la propriété. La première des conséquences, c'est que nous ne sommes plus maîtres des décisions qui sont prises en France. Alors c'est vrai au niveau des entreprises, hein, et je pense qu'il y a peu de salariés français qui aimeraient que les décisions stratégiques
prise par l'entreprise soit dans un bureau à New York ou à Pékin plutôt qu'en France. Mais c'est une réalité. L'autre conséquence, c'est que globalement, notre pays perd en indépendance politique, si vous voulez. Quel ministre de l'économie et des finances, quel Premier ministre oserait prendre des décisions graves qui pourraient entraîner immédiatement des conséquences boursières dramatiques ou le retrait précipité d'investisseurs étrangers qui seraient devenus indésirables, voyez. Donc on est déjà dans un état, à mon sens, de semi-dépendance. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut conserver notre souveraineté économique et politique, notre indépendance, ou est-ce qu'on veut se fondre dans un ensemble mondialisé dans lequel on ne serait qu'un pion, qu'un élément semblable à d'autres éléments. Et je crois que le cœur de la question, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut que l'État s'engage quand cela est nécessaire sur des nationalisation, le souci c'est qu'on a peu les moyens de le faire. Vous voyez. Et je pense que dans certains cas, des nationalisations temporaires seraient souhaitables. Notamment lorsque certaines grandes entreprises risquent de basculer dans l'escarcelle d'investisseurs étrangers. Voilà. Alors ça s'est fait une ou deux fois, on a quelques exemples, et ça permet de donner du temps au temps pour essayer de trouver des solutions pour que telle entreprise reste française, si vous voulez. Voilà. Maintenant, une politique globale de nationalisation, ça paraît difficile et je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable. Merci Laurent Izard. Je rappelle que vous êtes ce soir en conférence à l'ICEP pour présenter donc votre livre La France vendue à la découpe.